Bon, ben bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Bon. Ben, dans le fond, si tu veux commencer simplement par te nommer le nom de tes parents, puis de quelle région tu viens. Je m'appelle Hélène Blondin. Moi, je viens de Pointe-aux-Trembles, qui est à l'est de l'île de Montréal. À l'époque, c'était un petit village. Ma mère, c'est Suzanne Saint-Hilaire, qui vient aussi de Pointe-aux-Trembles. Et mon père, c'est Joseph Blondin. Lui, il vient de Fermeneuve, qui est en haut complètement de Mont-Laurier. Mon père est donc né sur une terre, mais ma mère était plus au cœur du village de Pointe-aux-Trembles. Puis vous avez grandi où? Moi, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles, sur le bord du fleuve, si on veut. Euh, C'était à l'époque le début de la banlieue. Il y avait encore des chevaux à côté de chez moi, mais il n'y avait plus beaucoup de terres. Les terres commençaient à se vendre et il commençait à y avoir quelques petits bungalows qui se construisaient. Mais le fleuve Saint-Laurent, c'était notre terrain de jeu, vraiment. Puis les grands champs aussi, parce que je me souviens d'avoir joué dans des champs de carottes sauvages qui étaient un peu plus hautes que moi, finalement, des plans plus hauts que moi. On se faisait des grands tunnels, des labyrinthes dans les carottes sauvages. Donc, c'était vraiment ça notre terrain de jeu. Et le bord du fleuve, on jouait dans les saulets qu'il y avait sur le long du fleuve à l'époque, avant que tout soit remblayé. Et on se baignait dans le fleuve jusqu'au début des années 60. Je pense que là, ça a été interdit parce que l'eau était polluée. Puis mon père avait un bateau à moteur et on allait camper dans les îles de, pas les îles de Boucherville, les îles de Contrecoeur, de Varennes, les îles de Varennes. Et en 60, quand le fleuve a été pollué puis que la baignade a été interdite, là, mon père s'est acheté une voiture puis on s'est mis à voyager. C'est comme ça que j'ai connu la région de la Nodière. On partait de Pointe-aux-Trembles, qui est juste à l'ouest de Repentigny. Et on s'en venait, on a déjà fait du camping sur le rang du Point-du-Jour à la Valtrie, dans un champ d'un agriculteur qui était venu nous dire qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Ça vous donne une idée. Puis on montait aussi à Saint-Alexis-des-Monts en passant par Louisville. Puis à l'époque, on passait par la 132, mais qui était la route 2. Il n'y avait pas d'autoroute. On arrêtait à Louisville se chercher du fromage en grains. Il y avait une fromagerie là, ça, je me souviens de ça. Oh oui, continue, excuse-moi. C'est ça quand je dis que c'est dur de tout gérer en Ah, même OK. temps. Là, comme là, je suis pas habitué d'avoir autant de lumière non plus. OK. Là, c'est ça, j'essaie d'éliminer les reflets le plus possible. C'est comme, je suis pas habitué, moi, des lumières, je prends le soleil. Puis, OK. puis là, dans le fond, vous avez grandi à Pointe-aux-Trembles, toi. Oui, moi, je suis restée à Pointe-aux-Trembles jusqu'à 18 ans. Quand je suis rentrée à l'université, voyager de Pointe-aux-Trembles à l'Université de Montréal, ça me prenait 2 heures, soir et matin. Alors là, je suis partie de chez mes parents. J'avais 18 ans. Je suis allée vivre près de l'Université de Montréal. Et après ça, j'ai bourlingué un peu partout. J'ai travaillé à Québec, j'ai travaillé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis revenue à Québec, puis je suis revenue à Montréal au début des années 80. Puis vous souvenez-vous, qu'est-ce que vous aviez pensé de la région ici? Quand j'étais enfant, Ouais. Quand j'étais enfant, j'adorais voyager dans la région. Je regardais les paysages. Je ne sais pas si c'est de ces grandes randonnées-là que j'ai adoré le paysage, aimé le paysage, mais à l'époque, il y avait des vaches dans les champs. Aussitôt qu'on voyait des chevaux dans un champ, mon père arrêtait, on allait nourrir les chevaux. Non, pour moi, c'était fantastique. Même si Pointe-aux-Trembles était quand même encore assez rural, euh, il n'y avait pas d'animaux comme ici dans la région. Et je me souviens de la route entre Pointe-aux-Trembles et Berthierville. Quand on passait à travers tous les villages, ça m'impressionnait, mais il y avait beaucoup de trafic à l'époque. Je me souviens, c'était très, très long faire le trajet. Et une chose qui m'impressionnait beaucoup, c'était la haie de cèdre à la pépinière de Berthier, où c'était écrit pépinière de Berthier en cèdre. Ça, à chaque fois, ma mère, elle disait on arrive, les filles, là. Vous allez voir, on va la voir. Oui, ça, c'était des choses qui m'impressionnaient. Puis pensiez-vous à l'époque venir vous installer dans le coin ici? Ou... Pas du tout. Moi, j'étais
moi, je suis une urbaine. La campagne, je pense que ça m'est venu de mes parents. Comme mon père il avait été élevé à Fermeneuve, mes parents rêvaient toujours de revenir s'installer à la campagne. Donc, ça restait comme un rêve possible, mais j'étais vraiment une urbaine, là. J'habitais presque au centre-ville de Montréal. Je me promenais en vélo. Je sortais beaucoup. Et c'est quand j'ai rencontré mon conjoint actuel que là, l'idée de venir s'installer à la campagne est revenue. Puis lui aussi, c'était son désir parce que lui, c'est un garçon qui est né à Berthierville, de parents qui venaient de Saint-Norbert. Et son goût de la campagne, lui, il l'avait toujours gardé. Alors, quand on s'est mis à discuter de nos rêves, ben, moi, ça m'a souri l'idée. Et on est arrivé à Saint-Norbert, pas à cause de ses parents, c'est par pur hasard. On est passé ici dans le coin. Puis la maison était à vendre, alors on a acheté. Mais ça faisait longtemps qu'on cherchait une maison ailleurs que dans la Naudière. On cherchait dans les cantons de l'Est parce qu'on travaillait tous les deux sur la rive sud de Montréal. Pour les cantons de l'Est, pour nous, c'était à côté. C'est sûr que la Naudière, le fait de voyager de Longueuil à Saint-Norbert, c'était beaucoup plus long parce qu'on avait 2 ponts à passer. Mais bon, on ne l'a jamais regretté. Avant de venir, c'est ça, sur la maison, là, comme vous dites, j'étais vraiment urbaine, je sortais beaucoup. Est-ce que vous faisiez des nowhere? On a parlé. Les nowhere, non, ça c'est mes parents qui faisaient des nowhere. Tu veux-tu que je parle des nowhere? OK. Alors, quand mes parents se sont rencontrés, c'est quelques années après la guerre, ils partaient de Square Philippe de Montréal le vendredi soir. Tu allais prendre un autobus, puis tu embarquais pour un nowhere. Et là, tu pouvais te ramasser dans un hôtel, soit à Berthier, la Noret, la Valtrie. Une fois, sont partis de Pointe-aux-Trembles, ils sont en allés au Square Philippe, ils ont pris l'autobus, puis ils se sont ramassés dans un bar à côté de chez nous. Mais comme tu ne savais pas où tu allais, tu prenais l'autobus, puis tu allais prendre un verre, voir un spectacle dans un hôtel aux alentours de Montréal. Parce qu'à l'époque de mes parents, il y avait des hôtels dans presque tous les villages. La vie culturelle était beaucoup plus régionalisée que maintenant. Maintenant, tous les grands spectacles se font à Montréal, mais là, ça commence à revenir dans les régions. Mais il y a eu une période, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, tout se passait à Montréal. Tandis que maintenant, la vie culturelle reprend dans les régions à cause des baby boomers. Ceux qui s'en vont s'installer dans les régions, c'est ça, justement. Justement, comment ça s'est passé, le choix d'ici, vous avez parlé de la maison, mais pourquoi... Pourquoi Saint-Norbert? Puis pourquoi cette maison-là particulièrement? Est-ce qu'il y avait quelque chose de... La maison. Quand on est passé sur le rang, par hasard, on s'en allait à Sainte-Mélanie chez des amis, la maison est loin du chemin, elle est entourée d'arbres. Et pour moi, juste prendre l'allée pour monter vers la maison, mon cœur battait déjà pour cette maison-ci. Et on a un immense terrain. Moi, ça me permettait de jardiner parce que faut comprendre que j'ai une formation en architecture de paysage. J'étais architecte paysagiste pendant 20 ans. Alors, et contrairement à ce que les gens peuvent penser, en tant qu'architecte paysagiste, j'ai très peu fait de jardin privé. Alors, je rêvais de m'en faire un immense jardin privé. Je m'étais dit en arrivant, il y a un jour, je vais avoir un jardin assez grand que ça va me prendre 1 heure pour faire le tour. Ce que je ne savais pas, c'est que ça prend 1 an pour faire le tour de mon jardin puis l'entretenir. Puis est-ce qu'il y a d'autres choses? Quand vous êtes arrivé dans la maison, le monsieur avait laissé des meubles. Puis est-ce que vous avez trouvé des choses qui... Dans la maison, il n'y avait presque plus rien parce qu'on n'avait pas voulu acheter les meubles que la personne voulait nous vendre. Mais dans les bâtiments, il y avait plein de choses. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à collectionner des petits objets anciens. On a trouvé, parce qu'ici, il y a plusieurs bâtiments, il y en a un qui a été démoli, mais on a 2 poulaillers, une grange, 2 garages. Et dans chaque bâtiment, il y avait du matériel. On a trouvé un vieux sommier, on a trouvé
Euh, des objets d'ailleurs dont je n'ai aucune idée à quoi ça pouvait servir, mais on voit que c'est des objets travaillés qui ont été sculptés. Alors j'ai gardé tout ça, puis là je me suis mis à collectionner plein de petits objets que je trouvais et je me disais qu'un jour je vais trouver comment faire. Et alors, je pense, moi je dirais en 2008, donc c'est quand même 18 ans après notre arrivée, que j'ai commencé à faire des petites sculptures avec les objets que j'ai trouvés. Donc, je les montais, je faisais des petits personnages, des choses comme ça, des installations, que j'ai présentées en 2010 à Repentigny dans une exposition, ces sculptures-là. Mais là, j'ai gardé ces objets-là. Et un jour, j'ai beaucoup donné d'ateliers de créativité pour des adultes, des enfants, des ados. Et dans un atelier pour adultes, j'avais des vieilles boîtes à biscuits dans lesquelles je stockais le matériel et j'ai pris ces boîtes à biscuits-là, j'ai offert à chaque participant une boîte à biscuits puis je leur ai dit, ça c'est votre source d'inspiration pour l'atelier. Et ça avait très très bien fonctionné, les gens avaient vraiment aimé ça. Ils avaient commencé par faire une petite installation, de la petite installation, ils s'étaient mis à travailler sur une toile avec de la peinture, puis ils étaient partis de l'inspiration qui venait des petits objets. Donc, cette expérience-là, je l'avais déjà vécue. Alors, quand est arrivé le projet Transmission et que je cherchais une façon de créer des activités culturelles pour les personnes plus âgées de la région, je leur ai proposé l'idée des boîtes à biscuits avec les objets dedans. Puis je me disais, les gens vont pouvoir ouvrir les boîtes à biscuits, se mettre à parler de leurs souvenirs, ce que les objets dans les boîtes à biscuits pouvaient leur remémorer. Ça, c'est comme ça qu'est venue l'idée des boîtes à biscuits. Puis là, ça l'a amené, c'était comme la démarche vers transmission. Bien, il y avait la question de la fameuse corde à linge. Parce que transmission, il y a comme deux volets, même trois maintenant, mais j'avais présenté l'idée en premier de faire une corde à linge avec des objets, des sachets dans lesquels les gens mettraient des objets qui disparaissent. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, il me semble que plus je vieillis, plus les objets qu'on utilise changent rapidement, disparaissent. Alors, je me disais, si les gens pouvaient m'aider à construire une corde à linge dans laquelle on mettrait des sachets, on suspendrait des sachets, et dans lequel on mettrait justement ces objets-là qui disparaissent. Des timbres à 1 sou, des 1 sou. Maintenant, même les 5 sous, je pense, vont disparaître. Les 1 $, ça n'existe plus en papier. On voit presque plus d'enveloppes. On reçoit presque plus de courriers avec des enveloppes adressées à la main. On n'envoie presque plus de cartes de Noël et des choses comme ça. Alors, je pensais à ça. Donc, moi, j'ai proposé l'idée des boîtes à biscuits pour partir le projet. Et là, je demandais aux gens de m'apporter des objets dans lesquels on les met dans des sachets, puis on étend ça sur une corde à linge. Ça faisait l'ensemble du projet de transmission quand moi, je l'ai présenté. Mais l'idée de rassembler des gens autour d'objets anciens ou actuels et de les faire parler de leurs souvenirs, l'idée est venue de capter ces souvenirs-là de ces personnes-là, parce qu'on s'adresse à des gens on s'adressait à des gens de 65 ans et plus. Alors, la captation vidéo est venue en plus compléter le projet de transmission. Projet de transmission, qu'est-ce que ça a d'important pour vous? Le projet de transmission. Bon, étrangement, moi, je suis une artiste relativement solitaire. J'aime ça travailler dans mon atelier. J'aime ça faire de grandes retraites fermées dans mon atelier pour pouvoir faire de la peinture à mon goût, parce que quand on en fait juste un petit peu à chaque jour, c'est pas comme quand on se met à fond dans le sujet. Mais à chaque fois que la MRC d'Autrey fait des appels d'offres de projets, je réponds toujours, parce que c'est bien d'être seul dans son coin, mais il faut aussi s'impliquer, selon moi, dans sa région pour développer, soit protéger le patrimoine ou développer la culture. Alors à chaque fois, j'ai proposé des projets. Donc l'importance, c'est au niveau du contact social, l'implication sociale, rencontrer d'autres artistes aussi. C'est plus ça que le produit.
c'est un autre. Je vais faire une parenthèse. Moi, je suis une artiste qui met plus l'accent sur le processus que sur le produit final. Faire une toile, pour moi, c'est plus important de la faire que de l'avoir une fois faite, que de me promener à vite, de l'exposer et de la vendre. Je suis plus axée sur le processus. Pour moi, la création, c'est un acte de créer. C'est pas un produit. Alors, c'était quoi le sujet? Comment c'était important? Ah oui, c'est ça. Donc, le projet de transmission, pour moi, le plus important, c'était de rassembler des gens autour d'un sujet et de le faire discuter. Juste ça, pour moi, ça aurait été suffisant, le projet de transmission. Bon, le contexte fait que ça a été plus loin, mais moi, je pense que les gens qui ont participé au projet de transmission, puis qui ont raconté leurs souvenirs, ont déjà fait un acte de créer, parce que la mémoire et l'imagination, ces deux éléments-là dans notre petite tête, ils couchent dans le même lit. Quand on raconte des souvenirs, on en invente des bouts, on les réarrange pour qu'ils soient heureux, parce que on essaie d'oublier la partie difficile de notre vie. Donc, raconter des souvenirs, pour moi, c'est un acte de création. Puis qui est-ce qui participait au projet? Alors, le projet de transmission, ça s'adressait aux personnes de 65 ans et plus. Des fois, j'ai baissé l'âge, je disais 60 ans et plus, pour pouvoir m'inclure dans les aînés. Donc, on s'adressait aux personnes de 65 ans et plus dans toutes les municipalités de la MRC, soit par téléphone. C'était beaucoup des contacts téléphoniques. On a fait beaucoup de publicité dans les journaux aussi, sur les sites internet des municipalités. On s'est promené dans les municipalités et les gens qui venaient, c'est des gens qui désiraient venir. Ça pouvait aller de 4 à 12, 14 personnes à la fois. J'ai eu des gens de 99 ans qui sont venus. C'était extraordinaire de les entendre parler de leurs souvenirs. J'ai une dame de 98 ans, Madame Paula Dugas, qui a écrit un texte de sa main qui est très, très clair, un petit texte sur l'église de Saint-Cléophas, vraiment touchant, vraiment émouvant. Donc, c'est ça. Puis, j'ai eu des personnes, des professeurs, des agriculteurs. C'était assez varié, les gens qui sont venus. J'ai eu des ingénieurs, j'ai eu des écrivains. Avez-vous l'impression d'avoir réussi à faire un portrait assez général de... Non, ça, je pourrais pas dire ça parce que c'est juste un pan d'histoire de la région qu'on a réussi à toucher, parce que l'histoire, c'est tellement vaste et chaque personne, quand elle raconte son bout d'histoire, c'est déjà agrémenté dans sa tête. Donc, non, moi, je dirais qu'on a touché à des choses importantes, on a touché à la vie d'antan. Moi, c'est sûr que je voulais surtout que les gens me parlent du quotidien, des histoires très, très personnelles. Donc, on n'a pas abordé la grande histoire de la MRC d'Autrey, ou très peu. Mais on a beaucoup parlé de l'aspect religieux, comment le Québec a réussi à se sortir de de cet étau-là, l'étau que la religion avait sur mes parents et moi aussi un peu. Chez nous, j'ai quand même vécu dans les années 60, on était assez religieux. C'est quand même resté jusque dans, moi je dirais, le début des années 70, l'étau de la religion, mais chez nous, on était déjà plus pratiquants. Moi, c'est drôle parce que j'ai fait ma première communion le 22 avril 1961. C'était un samedi, première communion, confirmation. Le lendemain, le dimanche 23, au matin, ma mère, elle a mis 2 billets d'autobus, 10 sous pour la quête sur le comptoir. Elle a fait 3 petits paquets, on était 3 enfants, on a chacun nos billets d'autobus, on a 10 sous, puis elle nous a dit, bon, la plus jeune est confirmée, maintenant c'est à votre tour, si vous voulez aller à la messe, vous avez votre billet d'autobus, le 10 sous pour la quête, puis elle dit, voilà, nous autres, elle dit, on s'est rendu là, puis maintenant il ne va plus. Alors c'était le 23 avril 1961, le premier dimanche où j'ai sauté la messe. Puis le 30, êtes-vous allé?
Le 30? 30 avril? Non, pas du tout. Non, je ne suis jamais retournée à la messe le dimanche ou très peu. Quand j'allais chez des amis, que les parents allaient à la messe le dimanche, j'allais à la messe, mais je ne suis plus jamais retournée vraiment à la messe. Vous n'aviez pas l'appel de Jésus? Non, pas du tout. Mais j'ai quand même fait ma communion solennelle, ce qui est assez surprenant. Je pense que l'école nous obligeait à faire ce genre de démarche-là. Puis je suis allée aussi au secondaire, je suis allée quand même dans un couvent avec des religieuses. Mais là, déjà, c'était plus ouvert parce que quand il y avait des messes, puis qu'on ne voulait pas y aller, on allait à l'étude. Puis il y avait la confession aussi, puis si on ne voulait pas aller se confesser, c'était correct aussi. Donc c'était déjà un peu plus ouvert. Mais je suis sortie du couvent en 71. Je suis rentrée en 67. Donc c'était déjà... il y avait déjà un ministère de l'Éducation de Québec. Cégep. Je suis allée au cégep en 71. À partir de 71, je suis allée au cégep jusqu'en 73. Ça, je suis rentrée à l'Université de Montréal en 73, que j'ai quitté en 77. Quand vous êtes arrivé ici, là, vous étiez avec un petit gars du coin. Là. Je ne sais pas si le monde se souvenait de lui. Là. Non, pas du tout. Mais, dans Saint-Norbert, il y a beaucoup de Laporte, puis moi, j'ai marié un Laporte. Mais ses parents venaient de Saint-Norbert. Sauf que non, il y avait plus de... Il n'y a personne qui se souvenait de lui. Ben, il se souvenait de ses parents. Son cousin est encore ici. Il a été maire de Saint-Norbert. Mais non, parce que sa mère et son père, quand ils se sont mariés, sont partis vivre à Berthier. Mais là, on parle des années 30, selon moi, là, leur mariage. Si ma mémoire est bonne. Il ne voulait pas être cultivateur. Oh non, son père... Ben, son père, lui, il avait... C'était une grosse famille, petite terre, donc ils ont vécu, selon moi, dans la misère. Puis lui disait, à chaque fois que Réal disait, moi, quand je vais être plus vieux, je vais être agriculteur, il lui disait, tu sais pas c'est quoi être agriculteur. Sa mère, par contre, elle, c'était une riche famille foncière, elle avait des grandes terres, sauf qu'à l'époque, la terre revenait toujours à l'aîné. Donc, elle, en se mariant avec quelqu'un d'autre, est partie de chez elle et elle n'a absolument rien eu. Et son frère a eu la terre et ce qui vient avec. Mais c'était comme ça à l'époque. Les filles n'avaient pas... Ben, tu avais une dot, mais 3 draps, une nappe, puis... Avez-vous eu quelque chose? Moi, comme dot, non. C'était fini, rendu à mon époque. Puis comment les gens, qu'est-ce que vous avez pensé en arrivant dans la région, de la vie ici, en partant de la ville? Ben, moi, j'ai tout de suite aimé ça parce que faut dire qu'avec les parents que j'avais qui m'amenaient à la campagne à tous les week-ends faire du camping sauvage, je savais assez bien ce que c'était que la campagne. Mais c'est évident que au début, surtout qu'au début, on a eu quelques petits accrochages avec le maire qui était là à l'époque, qui est devenu un de nos grands amis de toute façon. Mais c'était que les castors bloquaient les fossés de drainage sur notre terre. Puis nous autres, on aimait ça parce que ça faisait des étangs avec des canards sauvages, alors on adorait ça. Sauf que une semaine où on n'était pas ici à l'automne, il y a eu des grosses pluies et les castors avaient bloqué un ponceau sous la route, puis là, ça a inondé la route. Fait que la ville est rentrée avec la machinerie, ils ont défait tous les barrages à castors sans nous en parler. Puis là, le maire est venu nous voir pour nous engueuler un peu parce qu'on n'avait pas fait l'entretien des fossés verbalisés. C'est-à-dire, fossés verbalisés, c'est toi qui es obligé de les entretenir, s'assurer que l'écoulement se fait. Alors oui, ça a été une première petite prise de bec avec le maire de l'époque. Mais bon, ça a passé, ça a été une période difficile, mais ça a bien été. On s'est fait amis rapidement avec le voisin d'en face, qui est à peu près mon seul voisin d'ailleurs. Puis, un des éléments qui a fait que moi, je me suis sentie comme faisant partie du village, c'est le jour où je me suis acheté une Ford. Parce qu'il faut comprendre que Saint-Norbert, c'est comme un grand concessionnaire automobile Ford, les Laporte qui en sont propriétaires. Et là, tu vas au garage le matin, faire ton changement d'huile, tu t'installes, puis tu jases, puis c'est comme le parvis de l'église, l'ancien à l'époque. Là, tu as les nouvelles du village. Martin Laporte nous parle de tout ce qui se passe, puis on a toutes les
les anecdotes du village. Alors, le garage, c'est devenu notre façon de s'intégrer dans Saint-Norbert. Et après ça, ben, il y a eu la question de l'Église quand l'archevêque de Joliette a décidé qu'il se débarrassait des églises parce que la communauté chrétienne diminue de plus en plus et qu'il n'y a plus personne pour prendre la relève. Moi, je me suis dit, de par ma formation en architecture, comme des raisons, je trouvais ça important qu'on sauvegarde cette église-là. Alors, je m'implique de plus en plus dans en tout cas, ce qu'il faut qu'on fasse comme aménagement au niveau de l'animation pour l'église qui est maintenant propriété de Saint-Norbert. L'église de Saint-Norbert, c'est une église, en tout cas, moi, que je trouve extraordinaire, de par sa dimension, premièrement. Elle a une belle dimension. Son architecture est magnifique. La façade est très, très sobre. Mais l'intérieur, il y a une décoration intérieure, une ornementation à l'intérieur de cette église-là qui est à couper le souffle. On dirait une salle de bal. Si ce n'était pas des images pieuses qu'il y avait, ça serait vraiment une salle de bal. Il y a des lustres, il y a de la fausse tapisserie, il y a de la tapisserie peinte sur les murs. Le détail qu'il y a dans cette église-là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est une église d'une belle dimension. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Alors, puis c'est une église en pierre on peut pas laisser aller ça, ce bâtiment-là. C'est quand même quelque chose que les anciens ont payé de leur poche. Ça a quand même, bon, ça a coûté 30 000 $ d'église à faire construire. C'est pas énorme aujourd'hui, mais à l'époque, 30 000 $, je pense que ça prenait plusieurs années pour avoir ça dans son compte de banque, si jamais il y avait quelqu'un qui réussissait à avoir ça dans son compte de banque. Donc, les anciens, même si ce ne sont pas mes ancêtres directs, les anciens ont travaillé pour ça. Quelle année? 1898. On peut pas renier, même si on veut renier ce que l'Église catholique a fait, on ne peut pas renier ce qu'elle nous a laissé comme patrimoine. Puis c'est tous les citoyens du Québec qui ont payé pour ces églises-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez que ça pourrait devenir? Ah ben, moi j'aimerais que l'Église redevienne le lieu de rassemblement qu'elle était à l'époque. L'Église catholique n'a jamais voulu qu'on fasse un mariage civil dans les églises parce que le mariage catholique est indissoluble, donc tous les gens divorcés ne peuvent pas se remarier dans une église. Mais il me semble que c'est là qu'il faut que ça se passe, les mariages. Maintenant, on peut à Saint-Norbert se marier dans l'église. Donc, on peut faire de belles cérémonies de mariage dans un lieu incroyable. Les baptêmes, c'est pareil. Même si on ne fait pas baptiser nos enfants, on peut faire une fête pour les enfants. Donc, c'est vraiment, je veux que ça reprenne sa fonction première qui était le lieu de rassemblement. Faire les activités, regrouper toutes les activités culturelles de la municipalité, faire des ateliers pour les enfants. C'est un lieu extraordinaire, 2 étages de haut, un dôme magnifique. Pourquoi fermer ce genre de bâtiment-là pour aller dans des petits bâtiments des années 60 qui n'ont pas vraiment beaucoup d'ambiance? Quand j'entends cette petite ritournelle-là, pour moi, le souvenir qui me vient, c'est ma mère qui se prépare pour aller à la messe. Elle sortait ses bijoux de sa boîte à bijoux, puis elle mettait ça, puis on s'en allait à la messe. Pas longtemps, vous allez me dire, parce que ça aurait été assez rapidement. Donc après, quand j'entendais le bruit de la boîte à bijoux, ça voulait dire que ma mère sortait le soir, et ça me rendait tellement triste. Elle me laissait toute seule. Ici, j'ai quelque chose, bon, ça, c'est pas à moi, ça date de avant moi, comme des raisons. Ça date de 1898, selon moi, si ma mémoire est bonne. J'ai vu la date en quelque part. 1880. Ce qui est exceptionnel dans ce petit livre d'exercice-là, c'est l'écriture. Quand on pense que les gens écrivaient à l'époque avec des plumes fontaines sans réservoir
et que cette écriture-là est si régulière, c'est presque impensable. Ça devait prendre un temps immense pour réussir à aussi bien contrôler une plume fontaine, parce qu'il faut l'avoir essayé, écrire avec une plume fontaine, c'est extrêmement difficile. Et ici, tout est propre, il y a très peu de bavure, et c'est magnifique. Puis c'est quoi le cahier? C'est un cahier d'exercices. Alors, on a toutes sortes d'exercices là-dedans. Donnez la définition des mots suivants. Capturer, prendre, faire capture. Royaliste, partisan de la royauté. Insurgé, révolté, séditieux. Civil, qui concerne les citoyens, poli, honnête, affable, se dit par opposition à criminel. Ah. Dissolution, état d'un corps qui se dissout. Rupture, débauche, dérèglement. Donc, il y a ça. Histoire ecclésiastique, géographie. Que comprend l'Empire britannique? L'Empire britannique comprend l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et une multitude de colonies dans toutes les parties du monde. Pourquoi la ville de Marseille est-elle célèbre? Par son antiquité. Elle fut bâtie par les Grecs 600 ans avant Jésus-Christ. Ah. Il y a plein de choses comme ça. Analyse grammaticale. Puis quand vous êtes passé de la ville à la campagne, Oui. qu'est-ce que ça a changé Quand on est arrivé ici dans les années 90, on a quand même continué à travailler à Montréal, donc on venait ici seulement que les week-ends. Et en 1998, moi j'ai arrêté de travailler parce que je voulais faire absolument de l'art. Et j'avais atteint un niveau de sécurité financière qui me permettait d'arrêter de travailler et de ne vivre que de mon art. C'est là que le changement s'est vraiment fait. À partir du moment où on vit uniquement à la campagne, la ville devient accessoire. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Vivre à la campagne, c'est vivre près des gens. C'est vivre dans une petite communauté où on se connaît tous, où c'est beaucoup plus facile de faire des relations qu'à Montréal. À Montréal, se créer un réseau, c'est extrêmement complexe. On finit par le faire avec les années. Sauf qu'ici, à la campagne, ça se fait comme presque automatiquement. À partir du moment où tu t'impliques une place, tu te crées un réseau qui est relativement fort et intégré, je dirais. Est-ce qu'il y a des gens ou des choses qui vous ont impressionné ou marqué quand vous êtes arrivé ici, à part la mer? Oui, la première chose qui m'a impressionnée quand on a acheté la maison, c'est de savoir qui était mon voisin. Ça, c'est assez impressionnant. On ne le savait pas avant d'acheter la maison. On savait qu'il vivait à Saint-Norbert, mais on ne savait pas qu'il vivait en face. Donc, les premières années, on a beaucoup vécu, je dirais, dans le show business presque. Parce que on venait les week-ends, Jean-Pierre avait beaucoup d'invités, on rencontrait plein de gens. C'était comme vivre en ville encore. Sauf qu'en 98, quand on est venu s'installer ici définitivement, Jean-Pierre avait vieilli, lui aussi, il recevait moins de gens, ou on s'est moins impliqué dans sa vie publique, si on veut. Et ça a changé complètement la donne. On s'est plus impliqué dans la communauté norbertoise que rester comme un peu en relation avec les gens de la ville. Puis, est-ce que ça s'est fait tout de suite, le lien? Oui, ça s'est fait. On est arrivé ici le 1er juillet. Le 21 juillet, il nous invitait déjà à la fête de sa conjointe de l'époque. Et moi, j'étais tellement gênée qu'on a refusé. Je m'y attendais tellement pas. Mais ça, c'est... non,
ça s'est fait. Ben, c'est une relation de voisinage. Il y avait un tracteur quand on avait besoin du tracteur. On allait chercher le tracteur. Lui, il y avait des chevaux quand il n'était pas là puis qu'il voulait quelqu'un aille nourrir ses chevaux. On allait nourrir les chevaux. C'était un échange de bons procédés tout de suite en partant. Et c'est encore comme ça. On s'entraide continuellement. C'était une relation, comme toute relation de voisinage, il y a eu des hauts et des bas. Mais en général, ça va très, très bien. C'est quoi le plus gros party qu'il y a eu à Saint-Norbert depuis que vous êtes là? Ben, la plus grosse fête qu'il y a eu, c'est quand on a fermé la circulation au village et que Jean-Pierre Ferland et Ginette Renault ont chanté pour ramasser de l'argent pour l'église. Ça a été une fête fantastique. Premièrement, déjà pas de circulation dans le village. C'était la paix complète. Les gens, c'était tellement drôle de se promener dans le village parce que les gens avaient invité leur famille. Tout le monde était assis dans le parterre avec la glacière, le pique-nique. Ils attendaient le spectacle. Et non, vraiment, ça a été une belle fête de voisinage. Et ça a été un spectacle absolument magnifique, il faut dire. Et avec cet argent-là, l'argent qu'on a réussi à ramasser le soir du spectacle, ça nous a permis d'aller chercher le double de cet argent-là en subvention pour rénover tout l'extérieur de l'église. On a refait tous les joints de la pierre, on a refait la toiture, la ventilation de l'entretoit. Qu'est-ce qu'on a fait à part ça sur l'extérieur? Ben, c'est déjà pas mal. On a réparé le clocher. Donc maintenant, toute l'enveloppe extérieure de l'église est rénovée. Donc, il nous reste juste à animer les lieux. C'est sûr qu'on a des problèmes de chauffage. L'efficacité énergétique n'est pas particulièrement bonne dans ce bâtiment-là, dans aucune église d'ailleurs. Il reste ce problème-là à régler à l'église, la question du chauffage et transformer le lieu sans nuire à l'ambiance. Saint-Norbert, est-ce que tu sais, ça fait combien de temps que... Saint-Norbert a fêté ses 150 ans en 1998. Ça, je me souviens de ça. Puis, combien de temps encore qu'il reste à Saint-Norbert? Combien de temps encore il reste au village de Saint-Norbert pour survivre? Le village, selon moi, va toujours rester. Mon Dieu, je ne voudrais pas rentrer dans toute la question des fusions municipales. Je pense qu'on a manqué de coche quand il y a eu les fusions municipales par le Parti québécois. Mais maintenant, avec les municipalités régionales de comté, des petits villages comme Saint-Norbert, je pense que ça va toujours rester, puisqu'on a un palier de gouvernement intermédiaire qui nous assure la sécurité incendie, toute la question des déchets, la question des fosses septiques, c'est tout géré par la MRC. Donc, des petits villages comme Saint-Norbert, c'est fantastique parce qu'on gère localement nos problèmes. Mais tous les gros services sont assurés par un plus large bassin de population. Saint-Norbert, c'est une des petites municipalités de la MRC d'Autrey. Je pense que la plus petite, il y a Saint-Clophas, Saint-Didas et Saint-Norbert dans les petites. Est-ce que la population a changé beaucoup depuis 20 ans, 22 ans? Pas vraiment, non. On est toujours à peu près à 1000. Le type de population, non. Est-ce que ça vieillit? Est-ce que ça ben, il y a des nouvelles familles. Il y a à peu près 90 enfants à l'école actuellement. Puis c'est assez stable depuis quelques années. Il y a des nouvelles familles qui arrivent, ça on le voit. Il y a un nouveau développement aussi qui s'est fait derrière la rue principale. Donc, ça grossit, mais c'est sûr que la population vieillit comme partout au Québec. Sauf que l'avantage de Saint-Norbert, c'est que les terres et les maisons sont pas très chères. Donc, c'est un bon endroit pour les acheteurs de première maison. Donc, la population se transforme, change. Il y a quand même beaucoup de nouveaux arrivants. Mais il y a un noyau d'anciens, les vieilles familles, il y en a encore beaucoup dans la région, dans Saint-Norbert. Vous pouvez à part la porte, là. Il y a les Poulettes, il y a les Ferland, il y a les Bouchers. Oh! Je veux dire que il y a les Boivin.
mais là, je vais en oublier, j'aime pas ça. Et plus encore. Et plus encore, oui. Puis, avant de venir ici, est-ce que vous ne viviez pas de l'art, là, mais est-ce que vous peigniez déjà? Est-ce que Oui, moi, j'ai commencé à travailler en 77, en sortant de l'université. J'ai travaillé comme architecte paysagiste jusqu'en 1998. Mais en 1986, j'ai commencé des ateliers de créativité que je n'ai jamais abandonnés. Et moi, je dirais à partir de 92, mes week-ends passaient à faire de la peinture, mes vacances passaient à faire des ateliers ou voyages de peinture. Je ne faisais... C'était ma porte de sortie, c'était ce qui me faisait vivre l'art. Parce que moi, je suis allée en architecture de paysage parce que je rêvais, enfant, on a toutes des visions, je rêvais de travailler sur une table à dessin. Sauf que le métier d'architecte paysagiste, oui, on travaille sur une table à dessin, sauf que moi, à l'époque où je suis sortie, je suis devenue rapidement gestionnaire de projet. Donc, la table à dessin, c'était pour les gens qui travaillaient pour moi. Et j'avais jamais accès à la table à dessin. Donc, déjà en 86, ça faisait pas longtemps, ça faisait pas 10 ans que j'étais sortie de l'université. J'avais déjà plus accès à la table à dessin parce que j'avais plus le temps. Donc, j'ai commencé tout de suite des ateliers de créativité peinture pour laisser sortir mon petit côté artistique qui était comme coincé dans la gestion de projet au bureau. Puis, est-ce que vous trouvez que la région se retrouve dans votre art? Est-ce que ça a eu un gros impact? Bien, nécessairement, tout est lié. Architecte paysagiste, je vis dans une région qui est magnifique. J'ai essayé les premières années de faire de l'abstraction, mais le paysage revient continuellement. Je ne suis vraiment pas capable de m'en sortir. Puis bon, au début, je me disais, oh, je ne peux pas faire du paysage, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tout le monde fait ça. Des paysagistes en peinture, il y en a plein. Mais j'ai accepté que ça fait partie de moi le paysage et que j'avais juste à le rendre plus personnel, ce dont je pense que je fais. Je ne dessine pas ce que je vois, je dessine ce que je ressens face à un paysage, parce que pour moi, en art, je me pose souvent la question quand je regarde un paysage, qu'est-ce qui reste de nos ancêtres, du travail des ancêtres? Qu'est-ce qu'on a oublié? Et donc, je travaille constamment de mémoire, mais j'essaie de faire un peu d'inventer des palimpsestes, si on veut. C'est-à-dire, j'essaie quand je peins un paysage, de dessiner l'histoire qui est cachée dessous les couches de civilisation. Donc, c'est jamais simple, c'est jamais des paysages qui sont simples, qui sont réels. On sait que c'est des paysages, mais il y a toujours des choses à découvrir dont on ne soupçonne pas quand on les regarde comme il faut. Quand on les regarde rapidement, devrais-je dire. L'inverse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Tu veux-tu que je te lise du Sartre? Vous pouvez. C'est bizarre de vous voyer. Hein? C'est bizarre de vous voyer. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur la question des petits objets. Là, je travaille beaucoup avec les petits objets dans le cadre du projet Transmission. D'ailleurs, je me suis rendu compte dernièrement qu'à Saint-Jean-Port-Joli, il y a un musée de la mémoire vivante qui fait à peu près le même processus, qui passe à travers à peu près le même processus que nous dans le projet Transmission. Ils récoltent des témoignages et ils récoltent des objets que les gens viennent leur porter. Mais ce qui me fascine dans la question des objets, c'est que j'ai trouvé 2 auteurs qui en parlaient, qui avaient des citations. Il y a Alphonse de Lamartine, à la fin du 19e siècle, qui écrivait, mais ça, tout le monde a déjà entendu ça, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ». Sartre, en 1938, dans La nausée, dans le premier livre qu'il a écrit, il parle des objets. Ça, je trouve ça drôle de la part de Sartre qui a écrit ça, mais bon, on ne connaît pas tous nos auteurs. Les objets, cela ne devrait pas nous toucher puisque cela ne vit pas. On s'en sert, on les remet en place, on vit au milieu d'eux. Ils sont utiles, rien de plus. Et moi, ils me touchent, c'est insupportable. J'ai peur d'entrer en contact avec eux, tout comme s'ils étaient des bêtes vivantes. Alors, quelle est la question des objets? Moi, selon moi, l'objet, c'est comme une photographie.
Sauf que c'est pas personnel. Ça a pas... Une photographie, tu te demandes qui est sur la photo. Bon, ah oui, elle est allée à Paris. Mais un objet, comme la boîte à bijoux de ma mère, ça peut toucher tout le monde parce que il y a beaucoup de femmes qui ont eu des boîtes à bijoux. Donc, ça te ramène à tes propres souvenirs personnels plus qu'une photographie, même si les photos peuvent le faire aussi. Mais c'est ça, c'est comme un... Ça touche la même sensibilité que la photo, un objet, selon moi. C'était quoi votre objet favori dans votre vie, là, que vous avez, si vous l'avez encore ou pas? Ben moi, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé dans ma vie. Donc, j'ai très peu de souvenirs. D'ailleurs, ça me surprend d'avoir encore la boîte à bijoux de ma mère. Je ne sais pas comment elle est arrivée dans mon trousseau. Euh, des objets. Ben aujourd'hui, je pourrais plus me passer d'un ordinateur, ça c'est sûr. Euh, un objet. Ça peut être à l'époque, ça peut être une voiture, ça peut être Non, un pinceau particulier. non, les voitures, non. Je pense que j'aurais préféré le pouce à une voiture. Un sac à dos, peut-être. Oui, c'est ça. Ça serait plus une valise, oui. Euh, un objet fétiche. Ben, j'ai eu un toutou qui est un objet fétiche pendant longtemps, mais moi, quand je suis partie de chez mes parents à 18 ans, j'ai comme tout laissé derrière. Et quand mes parents ont cassé maison, quand ils sont déménagés de la maison familiale, ils nous ont dit, si vous ne venez pas chercher vos affaires, on met tout au vidange, puis il n'y a personne des enfants qui est allé. Alors, j'ai pas gardé grand-chose. Mais j'ai longtemps eu une valise bleue. Je sais pas si vous les gros coffres bleus de l'époque, ça. J'ai longtemps eu ça et je dois vous avouer que quand je déménageais, c'était à peu près la seule chose que j'avais, mon coffre bleu. De pratique à traîner. Oui, c'est ça. C'était ma chaise, c'était des fois ma table de tous les appartements que j'ai faits. J'ai déménagé 13 fois en 10 ans, dans les années 80. Je savais comment déménager. Ouais, vaut mieux déménager léger. Vaut mieux voyager léger. Une Renault 5 me suffisait pour déménager d'ailleurs à l'époque. Moi, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a autre chose que Non, c'est tout. prendre quelques photos. Hein? Ah oui, les You photos. know the drill. Mmh. J'en ai pris deux, trois déjà. C'est le coffre de ma mère. Ouais, c'est ça, moi, tu sais, mon père, on a ramassé un peu, mais pas tant que ça. Mais tu sais, j'ai une montre qui marche pas, mais je la mets quand ça me tente. Tu sais, des fois, je vais faire des quoi. C'est vrai, j'ai quelque chose de mon père. J'ai vu ça tantôt en ouvrant la boîte. Ça faisait une éternité que j'avais pas vu ça. C'est ça ici. Mon père a travaillé presque tout le temps pour la même compagnie, qui était la compagnie Texaco à Montréal-Est. Et ça, c'est l'épingle qu'on lui a donnée après 25 ans de service. Il y a un diamant dedans. J'ai fait évaluer le diamant, il vaut 40 $. Je ne pouvais pas croire que la compagnie était si cheap que ça, mais... Hein? Je sais pas, c'est mon père qui m'a donné ça, à un moment donné. Ils ont dit à l'époque qu'il valait 40$. Non. Il vaut 40$ à cette heure. J'avais un ami bijoutier, un jour je lui ai apporté, puis il m'a dit, ben, ça, je vais te donner 40 $ pour ça. C'est que ça vaut plus que 40 dans mon cœur. C'est ça, c'est ça. C'est sentimental. Bon. Est-ce que ça tourne encore? Non, tu veux Ok. que ça tourne? Non. Non, parce que je viens de voir, il y a plein d'affaires dans cette boîte à bijoux-là. Pour moi, ma mère, elle me l'a donné. Pour que tu... Après, nageur junior. Ça, c'est une épinglette de... Quand tu suis des cours de natation puis de sauveteur, ils te donnent ça. Parce que mes deux parents étaient sauveteurs et on a appris à nager très, très jeune. J'ai eu mon premier trophée de natation à 4 ans, en 1958. Trophée que je n'ai plus d'ailleurs. Parce qu'en vivant à Pointe-aux-Trembles, le printemps, on ramassait toutes les noyées de Montréal. Tu sais, ils se ramassaient d'un roseau, là, sur le bord. C'est arrivé que vous en avez Oui, oui, on en ramassait, là. ramassé.
Oui, oui, tu sors ben, pas nous autres, c'est pas nous autres qui ramassaient, qui sortaient de l'eau, là, on appelait les pompiers, les policiers. Mais c'est ça, mes parents avaient une peur de la noyade incroyable. Mais il faut dire que c'est sûr qu'on allait sur le fleuve, tu sais, c'était déjà pas avec notre petit bateau moteur, là, quand il y avait des tempêtes. Ouh! Puis on s'amusait beaucoup dans l'eau, fait qu'on a appris à nager très très tôt.